Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer en détail comment fonctionne une obligation. Le marché des obligations est un marché énorme de plus de 100 000 milliards de dollars. C'est un marché en réalité bien plus grand que le marché des actions et sur lequel les professionnels investissent des sommes colossales. Mais malgré cela, les investisseurs particuliers ne s'intéressent que très peu aux obligations. Dans cette vidéo, je vous ai déjà montré l'impact impressionnant de détenir des obligations pour stabiliser votre portefeuille et réduire le risque de vos placements. J'aimerais maintenant vous faire découvrir dans le détail le fonctionnement des obligations et vous aider à les comprendre. Allez, c'est parti! Pour expliquer ce qu'est une obligation, le mieux c'est encore de faire le parallèle avec les actions. Quand vous achetez une action, en fait ce que vous achetez c'est un titre de propriété. Vous devenez propriétaire d'une petite partie de l'entreprise dont vous avez acheté une action. Une obligation c'est également un titre et il est également négocié en bourse. Mais ce n'est pas un titre de propriété, c'est un titre de reconnaissance de dette. Quand vous achetez une obligation, vous achetez un titre qui dit que l'émetteur de cette obligation reconnaît avoir une dette envers vous. Pour toute obligation, il y a deux parties prenantes. L'émetteur, qui peut être soit un État, soit une entreprise, et l'investisseur, qui peut être professionnel ou particulier. Et puisque l'obligation est une dette ou un prêt, il y a d'une part un emprunteur et d'autre part un prêteur. Comme pour tout contrat de prêt, naissent deux obligations dans le chef de celui qui emprunte. Payer un intérêt sur le montant emprunté et rembourser le montant emprunté. C'est donc exactement la même dynamique que celle d'un crédit bancaire, sauf que le crédit dont on parle ici se vend et s'achète librement en bourse. Prenons un exemple rapide. La société Danone a besoin de 50 millions d'euros pour construire un nouveau site de production. Danone va alors émettre pour 50 millions d'euros d'obligations et s'engager vis-à-vis des investisseurs qui lui apporteront ce montant à leur payer un intérêt annuel et à les rembourser intégralement à l'échéance de l'obligation, disons par exemple dans 5 ans. Comme on l'a vu, actions et obligations sont deux moyens d'investir et de se lier économiquement à la destinée d'une société, soit sous forme de détention, soit sous forme de prêt. Tant que la société reste en mesure d'honorer ses engagements, les obligations vous garantissent un intérêt périodique et un remboursement intégral à l'échéance. Les actions par contre ne vous garantissent rien, mais elles peuvent éventuellement vous verser un dividende annuel et gagner fortement en valeur si les affaires vont bien. Les obligations sont un investissement moins risqué, mais elles ont moins de potentiel d'appréciation. Les actions sont plus risquées, mais ont plus de potentiel. Donc en choisissant d'investir plutôt en actions ou plutôt en obligations, vous faites en réalité un choix de niveau de risque et de niveau de rendement attendu pour vos investissements. Rentrons 2 minutes dans la mécanique d'une obligation. Une obligation, c'est un contrat de prêt qui a trois composantes principales. Le pair, le coupon et l'échéance. Le pair, c'est le montant prêté. Par défaut, ce montant est de 100 € par obligation, ce qui facilite les calculs et la compréhension, puisque le pair est le montant de référence sur lequel les intérêts sont calculés et c'est le montant qui devra être remboursé à l'échéance de l'obligation. Le coupon, c'est le taux d'intérêt de l'obligation. Calculé sur le pair, il vous donnera le montant d'intérêt que vous allez toucher annuellement sur chaque obligation détenue. Et enfin, l'échéance. À la différence des crédits bancaires aux particuliers et notamment des crédits hypothécaires que nous connaissons tous, les obligations sont remboursées intégralement en une fois à leur échéance finale contractuelle. Il n'y a pas de remboursement de mois en mois ou d'année en année. Reprenons notre exemple de Danone pour illustrer ces trois composantes. Danone souhaite emprunter 50 millions d'euros pour construire une nouvelle usine. Ils vont émettre 500 000 obligations d'une valeur de 100 € chacune, ce qui fera un total de 50 millions d'euros. Afin d'attirer les investisseurs, ces obligations vont payer du 2% d'intérêt par an. Danone propose enfin que les obligations soient remboursées en une fois dans 5 ans. En tant qu'investisseur, si vous souscrivez à cette obligation, à la date de son émission, vous vous retrouvez bénéficiaire d'une obligation qui peut être représentée comme suit. On peut représenter l'obligation sur une ligne du temps, partant d'aujourd'hui,
T0 et allant jusqu'à l'échéance de l'obligation dans 5 ans. Sur cette ligne du temps, on peut également placer les flux financiers de l'obligation, du point de vue de l'investisseur. En T0, vous devez prêter 100 € à Danone pour recevoir une obligation. Il y a donc 100 € qui sortent de votre poche pour acheter une obligation. Cela fait un flux de moins 100 € pour vous. Ensuite, chaque année, vous recevez 2 € d'intérêt. C'est un coupon de 2% calculé sur le pair de 100 €. Et en année 5, vous recevez à la fois un intérêt de 2 €, comme tous les ans, mais aussi le remboursement intégral du montant prêté initialement, à savoir 100 €. Ce qui vous donne un paiement en votre faveur de 102 € en année 5. Le rendement de cette obligation que vous achetez à son émission et que vous conservez jusqu'à son échéance finale est donc de 2% par an. C'est ce qu'on appelle le rendement de l'obligation ou en anglais le yield to maturity. Si vous vous intéressez aux obligations, vous verrez que celles-ci ont toujours un taux de coupon et un taux de rendement différent. Par exemple, cet ETF obligataire de Lyxor a un taux de coupon de 1,96%, alors que le rendement de cet ETF n'est que de 0,77%. Ne vous laissez pas perturber par cela. Du point de vue de l'investisseur que vous êtes, ce qui compte vraiment, c'est le taux de rendement, pas le coupon. Cela peut être perturbant au début, mais pas de panique. Reprenons notre exemple de Danone, et rappelez-vous qu'une fois l'obligation émise, elle est négociée en bourse et son prix va fluctuer librement. Donc dans la pratique, l'obligation Danone émise à 100 € ne va pour ainsi dire plus jamais valoir exactement 100 € sur le marché car son prix va fluctuer. Imaginez qu'une semaine après que Danone ait émis ses obligations à 100 €, vous pouvez en acheter sur le marché, mais cette fois-ci à 101 € par obligation. Le coupon de l'obligation est toujours le même, 2% calculé sur le pair de 100 €. C'est contractuel, ça ne changera jamais. À l'émission de l'obligation, cela vous faisait un rendement de 2% par an, parce que l'obligation coûtait 100 €. Mais maintenant que vous devez payer 101 € pour les mêmes flux financiers, le rendement que vous obtenez si vous achetez cette obligation est évidemment inférieur. Il n'est plus de 2% par an, il est de moins de 2%. En l'occurrence, si vous le calculez, vous verrez que le rendement annuel de l'obligation est passé de 2% à 1,79%. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que le prix d'une obligation change sur le marché, son rendement change. Mais attention, il ne change pas pour celui qui a déjà acheté l'obligation. Pour lui, toutes les données sont figées, elles sont contractuelles. Il n'y a plus rien qui change. Le prix d'achat est fixé, le coupon est fixé et le montant du remboursement est fixé également. Et donc, son rendement est fixé. Le rendement de l'obligation change pour celui qui voudrait en acheter une sur le marché aujourd'hui, compte tenu du prix actuel du marché. Si vous achetez une part de l'ETF de Lyxor aujourd'hui et la conservez, vous obtiendrez 0,77% de rendement annuel compte tenu du prix actuel de l'ETF. Il faut savoir que pour qu'une société tombe en faillite, elle doit avoir fait défaut sur une de ses obligations financières et avoir perdu la confiance de ses créanciers. Payer les intérêts sur une obligation que la société a émise et rembourser cette obligation à son échéance sont des obligations financières. Donc faire défaut sur les intérêts ou le remboursement d'une obligation peut amener la société à faire faillite et cesser ses activités. C'est évidemment une situation grave que la société va chercher à éviter à tout prix. A l'inverse, payer un dividende à un actionnaire ou faire monter le prix de l'action n'est pas une obligation financière. Donc si une société a des difficultés financières, elle va arrêter de verser un dividende à ses actionnaires. Par contre, elle ne peut pas arrêter de payer les intérêts aux détenteurs d'obligations. Elle va tout faire pour trouver une solution et parvenir à respecter ses engagements vis-à-vis des obligataires sous peine justement qu'un défaut de paiement sur les intérêts ne fasse basculer la société en faillite. Donc les intérêts sur les obligations sont prioritaires aux dividendes sur les actions. De plus, si la faillite n'a pas pu être évitée et que vous détenez des actions de la société, vous perdrez toute votre mise. Alors que si vous détenez des obligations, vous avez une chance de récupérer une partie de leur valeur. Les statistiques montrent qu'en cas de faillite, vous pourriez récupérer entre 20 et 40% du pair de vos obligations.
Notez aussi que jusqu'ici, je n'ai parlé que d'obligations d'entreprise. Mais nombre d'obligations sont émises par des États. Un État ne peut pas faire faillite, mais il peut par contre faire défaut sur ses obligations. Et cela s'est déjà vu. Je pense notamment à l'Argentine, il n'y a pas si longtemps. Mais de manière générale, le risque des obligations d'État est plus faible que celui des obligations d'entreprise. Le type d'obligation que je viens de vous présenter, c'est-à-dire un taux d'intérêt fixe et un remboursement en une fois à l'échéance finale, est le type d'obligation qui est de loin le plus courant. Lorsque vous entendez parler d'obligation, vous pouvez partir du principe qu'il s'agit d'une obligation de ce type-là. Mais pour être complet, je mentionne rapidement les autres types d'obligations qui existent et qui, à mon sens, apportent surtout de la complexité et peu de valeur ajoutée. Les obligations à taux variable. Comme leur nom l'indique, le taux d'intérêt va varier d'année en année au gré des évolutions de taux sur les marchés financiers. Les obligations indexées sur l'inflation, le pair de ces obligations n'est pas fixe. Il va être indexé d'année en année, c'est-à-dire qu'il va augmenter chaque année pour refléter le niveau d'inflation attendu. Les obligations convertibles sont un type d'obligation hybride entre obligations et actions. En effet, elle vous permet de choisir d'être remboursé non pas au pair de l'obligation, mais en recevant un certain nombre d'actions de l'émetteur. Si on reprend notre exemple de Danone, on pourrait par exemple, à l'échéance de l'obligation, recevoir en guise de remboursement final soit 2 actions Danone, soit le pair de 100 €. On fera alors son choix en fonction du prix de l'action Danone à ce moment-là. Comme on l'a vu, une obligation est un simple prêt coté en bourse. Le niveau de risque et de rendement de cet instrument est inférieur au niveau de risque et de rendement attendu sur une action. Par contre, les deux se combinent extrêmement bien. Historiquement, les obligations sont le meilleur partenaire des actions au sein d'un portefeuille équilibré de placements financiers. Apprendre à comprendre les obligations vous aidera à stabiliser votre portefeuille et baisser le niveau de risque de celui-ci. Pour finir, sachez qu'un particulier n'investira généralement pas directement en obligations. Il le fera généralement par le biais d'un ETF obligataire. C'est en tout cas ce que moi je fais. Mais rien de compliqué à cela. Si vous comprenez le fonctionnement des obligations, vous comprenez le fonctionnement d'un ETF obligataire qui n'est rien d'autre qu'un portefeuille d'obligations. Sachez que les clients de ma formation, disponibles sur le site educationfinance.eu, reçoivent un accompagnement complet pour savoir investir en ETF obligataire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile pour vos placements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!